Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, dans le supplément week-end de Tech Café. Vous le savez maintenant, si jamais vous voulez écouter l'essentiel de l'actu tech de la semaine, c'est l'épisode précédent qu'il faut écouter, mais si vous en voulez encore plus, si jamais vous aimez Tech Café, si vous aimez l'information et l'ambiance qui y règne, et ben vous en avez encore plus en ce week-end. Dans cet épisode, on va vous parler, de Netaverse. Vous allez voir, c'est pas un métavers, c'est quelque chose d'un petit peu différent. On vous décrira ça avec un côté sportif assez rigolo. On va vous parler aussi de la proposition du métavers, mais selon Emmanuel Macron, vous allez voir qu'il y a peut-être pas beaucoup de métavers dedans. On va vous parler de cartes graphiques, on va vous parler de sécurité. Tu déflores le truc. Je dis trop de choses, t'as raison. J'en dis trop. C'est une intro bien trop complète pour un supplément du week-end. Je suis Guillaume Vendée, je retrouve, vous l'avez entendu, Guillaume Podcast Palace. Salut Guillaume, comment vas-tu? Mais oui, le visiteur du dimanche. Mais oui, on s'est fait livrer nos petits croissants chauds. À la radio classe. Ah, mais bien sûr. T'as raison, je suis allé trop loin, j'ai donné trop d'infos, c'est pas bien. Mais c'est pour vous donner envie, je fais ce que je peux. On va commencer tout de suite, Guillaume, en parlant un petit peu de sécurité. On n'a pas parlé beaucoup de sécurité dans l'épisode, enfin en tout cas de piratage et de sécurité dans l'épisode de cette semaine comparé aux autres épisodes. Là, notamment, on va parler de NPM, donc c'est les applicatifs sur Linux, et même d'un problème qu'il y a eu sur le site d'Amélie, de la sécurité sociale. Ouais, petit moment, piratage, sabotage, tout ça, avec le contexte, ça va rester à la mode un petit moment. Ouais. Donc les US sont sur le pied de guerre d'ailleurs contre des cyberattaques russes sur des infrastructures critiques. Ils ont lancé une mise en garde encore lundi dernier. Et bon, en attendant, on a un gros sabotage sur NPM. Alors NPM, ça veut dire Node Package Manager. Mais attention, c'est des paquets logiciels pour JavaScript. C'est pas forcément les Linux. C'est c'est pour les programmeurs JavaScript. Ok, très bien. Et la semaine dernière, le dev derrière le paquet qui s'appelle Node IPC a remplacé sa bibliothèque par un malware. Voilà, ni plus ni moins. Alors Node IPC, ça permet la communication interprocessus, donc entre les programmes. IPC, c'est Interprocess Communication. C'est un truc très technique, mais c'est très utilisé, du coup. C'est un truc, d'un petit peu de base, comme ça, qui, il y a pas moins de 1 million de téléchargements par semaine, quand même. Et les versions 10.1.1 et 10.1.2 sont des malwares, en fait, qui effacent toutes les données en les écrasant avec des fichiers texte qui contiennent des messages de paix, entre guillemets. Et le fait qu'après avoir vérifié que les IP du système qu'il utilise est en Russie ou en Biélorussie. Donc voilà, c'est bien le dev original du package, Brandon Nozaki Miller, qui est l'auteur de ça, et il dit que c'est une protestation non violente contre l'agression russe. Alors c'est non violent, bon, dire que ça te tape pas, mais enfin quand même, ça a suscité la panique déjà, parce que Node IPC est utilisé lui-même par plein d'autres packages en fait, qui l'ont comme dépendance. Et du coup, ça fait d'eux aussi des malwares malgré eux. Donc c'est le second cas de sabotage comme ça majeur en open source, après les bibliothèques Colors et Fakers, qui partait en boucle infinie, mais ça avait rien à voir avec l'Ukraine, c'était en janvier d'ailleurs, mais là c'est quand même beaucoup plus grave, parce que ça détruit des données, et sans distinction. Je veux dire, tous les devs russes ils ont pas envahi l'Ukraine, tu vois, et tous les devs russes ils cautionnent pas d'ailleurs forcément la guerre en Ukraine. Donc détruire leurs données, c'est pas une protestation pacifique, c'est pas tant que ça. C'est une cyberattaque, une cyberattaque sur la supply chain logicielle en plus, ni plus ni moins. Donc la communauté open source n'est pas très contente dans l'ensemble, et elle semble condamner ce comportement qui entame quand même aussi pas mal la crédibilité de l'open source tout entière. Alors, ça c'est le truc, et après, t'avais aussi hasardé un truc plus proche de nous en tant que simple citoyen, on va dire, c'est des données d'assurance maladie, les données d'assurance maladie de plus de 500 000 personnes qui ont fuité via Amélie Pro. Alors c'est pas un piratage vraiment, dans le sens où le serveur Amélie n'a pas été compromis, donc c'est juste que quelqu'un a réussi à voler les identifiants de 19 gros organismes médicaux, et après ils se sont logués tout simplement, normalement, au compte Amélie Pro, et ensuite ils ont siphonné les données. C'est probablement ce comportement anormal qui a été détecté par Amélie. Donc c'est quand même bizarre d'ailleurs que même avec des accès réguliers, on puisse siphonner de la donnée via un outil comme ça. Je pense que c'est effectivement une erreur qui pourrait être corrigée très bientôt. Donc là, c'est un faux patient qui a été ciblé, donc on s'attend à ce que des trucs comme nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu, etc. soient partis dans la nature pour un demi-million de patients au minimum. Pas d'infos perso vraiment comme l'adresse déjà ou les moyens de paiement, c'est déjà ça. Bon, de toute façon, si vous êtes concerné, vous le saurez bientôt si vous n'avez pas déjà été contacté d'ailleurs.
concernant NPM, ça rappelle à quel point des actions partisanes, notamment dans le cadre de guerre et de moments hypersensibles comme on les vit actuellement, doivent être mesurées, quoi. Et effectivement, de faire répercuter cette action auprès de probablement plein de Russes qui n'ont rien demandé, voire même sont très anti-guerre en Ukraine, c'est plutôt dommageable. Mais et après, c'est aussi dommage de mettre tout le monde de l'open source dans le même panier et de considérer, parce qu'il y a ces abus quelque part et ces initiatives, de considérer que tout le monde de l'open source est à critiquer. Bon, écoute, on va parler un petit peu de politique. On n'en parle pas très souvent, mais forcément, il y a des candidats à l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas sans le savoir en France, et Emmanuel Macron, vrai. Même qu'il y a aussi une élection présidentielle. On l'oublierait presque par les temps qui courent. C'est dans 18 jours au moment où on enregistre cet épisode. Et en tout cas, on a le candidat Emmanuel Macron, le candidat président Emmanuel Macron, qui a fait une proposition qui forcément ne peut pas ne pas nous avoir fait sourire, Guillaume. C'est celle en direction du métavers. Oui. Et en fait, il n'y a pas vraiment de métavers derrière. Macron veut un métaverse français. Enfin, non, il veut un métaverse européen. Enfin, un métaverse pour nous, quoi. Voilà. Donc, c'était le 17 mars. Hein, Macron a parlé de plein de choses, de son programme, voilà. Et puis aussi de métaverse, hein, sans dire de quoi il s'agit précisément, comme tout le monde, donc, hein, finalement. Donc, c'est Cédric O qui est passé derrière pour préciser les choses. Donc, le projet n'est pas de créer un métaverse. Il va être en panique, le Cédric O, je pense que une fois l'annonce faite. Avec Macron, c'est un peu toujours comme ça. C'est-à-dire, il dit des trucs et après, derrière, faut passer, faire les, tu vois, l'intendant se suit, hein, tu sais, c'est Macron, quoi. Enfin bon. Donc, Cédric O a précisé les choses. Le projet, c'est pas de créer un métaverse public, hein, je cite, mais de créer des concurrents européens aux moteurs de jeux américains. Ce qui n'a, en fait, rien à voir. Ce qui n'a pas grand chose à voir avec un métaverse tel que le décrit Meta, hein, tout à fait, ça c'est clair et c'est net. Mais pour le coup, au moins, ça n'a rien à voir avec le métaverse de Meta ou de Sandbox ou des brouettes d'autres projets plus ou moins embryonnaires qui sont là-dessus, mais c'est quand même un objectif plutôt bien défini et même plutôt plausible en fait. Mais, je veux dire, développer des moteurs de jeu, enfin favoriser le développement de moteurs de jeu, parce que faut voir que les moteurs de jeu, on les appelle toujours comme ça, mais c'est devenu beaucoup plus que ça, parce que c'est des moteurs qui sont utilisés maintenant, des moteurs 3D en fait, hein, qui sont utilisés à la télé, qui sont utilisés dans le cinéma, mais aussi dans l'architecture, dans l'ingénierie, puisque voilà, Cédric, il a parlé de Unreal et de Unity peut-être, mais il aurait pu rajouter Omniverse de Nvidia. Donc partout où on a besoin d'univers en 3D plus ou moins photoréalistes selon les besoins, mais dans lesquels on peut placer des simulations aussi, ben voilà, c'est à ça aussi que servent les moteurs 3D, et qui peuvent aussi servir de moteurs de jeu. Donc promouvoir des moteurs de jeu européens, pourquoi pas, même si franchement j'ai toujours du mal à penser à un moteur quelconque en termes de nationalité, c'est toujours un petit peu compliqué. Je veux dire, des moteurs, il en existe déjà des caisses, hein, donc il y en a certains forcément... Des bons en plus. Oh oui, mais ça, forcément, clairement, de très très bons. On connaît l'engine, donc c'est Epic, donc c'est américain. ID Tech, bon voilà. ID Tech, c'est id Software, c'est américain. Unity, c'est aussi américain. Bon, c'est des boîtes qui sont clairement américaines, ça c'est vrai, mais c'est pas forcément aussi clair tout le temps. Tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il en est de Snowdrop? Snowdrop, c'est le moteur d'Ubisoft, mais c'est Ubisoft / Massive. Alors, Ubisoft, c'est français, mais ils sont basés dans le monde entier. Ubisoft, il y a de partout, quoi, dans tous les pays. Massive Entertainment, c'est en Suède. Donc du coup, Snowdrop, c'est quoi? C'est suédois, c'est français, bon, ça a l'air d'être européen, mais qu'est-ce qu'il en est d'Anvil? Anvil, c'est aussi un moteur Ubisoft, c'est le moteur d'Assassin's Creed. Il a été fait où? À Montréal? Je crois qu'il a été fait à Montréal, mais je suis pas complètement sûr qu'il a été fait complètement à Montréal. Alors du coup, Anvil, il est quoi? Il est français, il est canadien, il est quoi? Je sais pas trop, tu vois. Et pour les moteurs open source, c'est pire. J'ai aucune idée en fait de quelle est la nationalité ou de qui sont les nationalités principales des gens qui font Godot, qui font Irrlicht ou qui font Blender. Je sais pas en fait, c'est d'un peu partout. Donc je sais pas. Franchement, j'attends de voir comment ça pourrait se traduire. Si ça se traduit un jour d'une manière ou d'une autre. En matière de souveraineté, et c'est un sujet très intéressant, hein, c'est d'ailleurs des thèmes récurrents qu'on aborde dans les épisodes de Tech Café, mais en matière de souveraineté technologique, est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres domaines autrement plus concrets, peut-être même plus faciles à implémenter? Bon, je suis pas sûr que le moteur des jeux vidéo soit vraiment un sujet prioritaire, même si évidemment il doit y avoir des enjeux. Admettons que demain on se fâche avec toute la planète, effectivement nos développeurs de jeux vidéo auraient peut-être plus de difficultés. Bon, quoique c'est pas si simple. On va parler donc de Netaverse. Alors je suis désolé, effectivement je l'ai un petit peu trop défloré, je l'ai un petit peu trop dévoilé. Bon, mettez de côté encore une fois cette notion de métavers. Oui, j'ai regardé, bien sûr, j'ai trouvé ça
Bon, vas-y Guillaume, décris-nous. C'est très intéressant, c'est très nouveau. Bah, écoute, puisqu'on parle de metaverse, c'est un concept apparemment qui est dans le basketball, c'est peut-être ailleurs, mais en fait, là c'est vraiment basket parce que le Netaverse avec un N, en fait, c'est en référence à l'équipe de basket des Nets, les Nets de Brooklyn. Donc le principe, en fait, c'est de prendre un match de basket et de le filmer sous toutes les coutures, mais vraiment toutes les coutures, hein, par plus de 100 caméras. Donc le but, c'est d'avoir énormément de données et ensuite de reconstruire le match en temps réel, mais de n'importe quel point de vue. Alors ça marche pas trop mal, pour être honnête, hein, la qualité est vraiment pas fabuleuse, parce que les joueurs sont reconstruits en 3 dimensions, en fait, hein, ils sont retexturés avec les données vidéo, et tout ça est un peu baveux, il y a beaucoup d'artefacts, des artefacts au contact aussi, avec le sol ou avec le filet. L'éclairage est très peu naturel, c'est très plat en fait, hein, les contrastes sont assez nuls, les ombres sont presque inexistantes, et l'un dans l'autre, on pourrait dire que le match réel, du coup, devient moins beau, voire moins réaliste qu'un jeu vidéo. Si tu regardes NBA 2K sur PS4 ou PS5, c'est beaucoup plus joli. Donc, même sur PS3 d'ailleurs, je suis même pas sûr que ce... Voilà. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se déplacer n'importe où. Donc, parmi les joueurs, on peut voler au-dessus façon drone. On peut être au ras du plancher. Et ça accentue encore d'ailleurs l'impression d'être dans un jeu vidéo, d'ailleurs, puisque sinon, c'est pas possible, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Bon, je pourrais pas le dire, hein, je suis pas fan de basket. Pour la première fois, un match complet a été retransmis comme ça. Donc, tout dernièrement, là. Alors, c'est peut-être le futur de la NBA, ou du sport en général, de regarder non pas des matchs directs, mais des matchs reconstruits. Alors, on imagine que la qualité, évidemment, va évoluer, et que donc, à terme, on aura peut-être des qualités photoréalistes, on espère, et que donc, on pourra voir et revoir des matchs sous n'importe quel angle, à la place d'un joueur, je sais pas, au niveau des baloches d'un joueur, je sais pas. En tout cas, vraiment où on veut. Pour l'instant, ça reste très but de décoffrage, mais peut-être d'ici 10 ans, ce sera la norme. Il y a quelque chose de très déstabilisant quand on regarde la vidéo, et vraiment, je vous invite à la regarder. Là encore, vous avez les sources dans les notes de l'épisode avec les liens. Vous avez juste à cliquer pour aller consulter les sources des sujets qu'on aborde. Il y a quelque chose de très déroutant dans la vidéo parce qu'effectivement, c'est très moche et c'est vraiment un rendu graphique où quand tu regardes les détails, c'est pas très beau. Mais par contre, il y a une espèce de fluidité naturelle qui va quand même au-delà de ce qu'on voit dans les jeux vidéo, même les plus récents. Ça crée une forme de malaise en fait, un petit peu comme si ça avait été filmé avec une qualité bizarre ou rendu avec une qualité graphique nouvelle. C'est ça qui est marrant parce que c'est vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est pas de la réalité parce que déjà c'est à 60 FPS, tu peux bouger de manière complètement pas naturelle. C'est ça. Et de notre côté, c'est pas un jeu vidéo non plus parce que c'est quand même de la vidéo quoi. C'est-à-dire que les mecs ils sont en vidéo, tu vois, c'est pas vraiment des textures figées ou rendues. Donc c'est vraiment un petit peu de tout ça. C'est un peu, pour l'instant, c'est un tout qui est peut-être un peu moins que la somme de ses parties, je sais pas. Mais peut-être qu'à terme, ce sera plus que la somme de ses parties. Écoute, on verra. Et par contre, la question que je n'arrivais pas à clarifier, c'est est-ce que c'est fait en temps réel ou avec du calcul après ? Et si ça reste du temps réel, il y a quand même, je trouve, un aspect assez intéressant si tu mets une couche de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, parce que pour le coup, ça veut dire que tu peux assister à un match en étant dedans, physiquement dedans avec ton casque, alors qu'il a lieu potentiellement à des dizaines de milliers de kilomètres. Non, mais c'est le but, hein, c'est-à-dire que ça devient en fait... Génial. Le match devient un objet 3D, quoi, hein, et donc tu peux le manipuler vraiment comme un objet 3D. Donc c'est vraiment intéressant et c'est techniquement très fort. Hein. Alors évidemment, voilà, avec les moyens qui ont été investis là et les moyens actuels, ça donne un rendu qui est pas fameux pour le moment, mais c'est vraiment déjà très impressionnant techniquement. Hein. Allez regarder la vidéo en quelques minutes, vous allez vous faire une impression. Alors justement, on parle de casque, de réalité virtuelle, d'immersion, réalité augmentée. On a d'abord Google qui prend une nouvelle action dans ce domaine, c'est intéressant. Google ? Oui, Google, oui, bien sûr, pardon. J'avais la charrue avant le... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi Google qui rachète Raxium. Alors, Raxium, c'est une start-up qui fabrique des micro-LED. Alors, des LED, mais petites, hein, genre vraiment petites. En fait, c'est eux qui le disent sur leur site web. Ils disent genre vraiment petites. Vraiment, c'est ça qu'ils disent. C'est pas toi qui l'as fait. Non, mais je te jure. C'est vraiment ça. Et donc, leur pixel, leur sous-pixel même, serait 14 fois plus petit que ceux d'un écran OLED de téléphone lambda, et c'est que le début. Donc, avec des pixels qui sont vraiment aussi petits, on va faire soit des très petits écrans, tout simplement, en gardant la résolution, donc c'est pour les casques VR ou les lunettes AR, ou bien, si tu fais des grands écrans avec des très très hautes densités comme ça,
Donc des écrans de très très haute densité, tu peux du coup faire des écrans avec du relief. Par exemple, on peut imaginer des écrans auto-stéréoscopiques qui enverraient carrément 4K par œil. Et du coup, t'as une image, tu perds aucune perte de qualité, donc il faut passer c'est vraiment une super 3DS. Donc c'est des possibilités. Alors évidemment, avec les récents recrutements qu'il a déjà fait, Google semble rassembler des pièces du gros mais délicat puzzle de son futur casque ou ses futures lunettes de réalité augmentée, ou virtuelle, ou les deux. Tout ça après avoir lui-même exécuté Daydream de sang-froid, qui était sa propre plateforme VR, mais bon, voilà, la VR AR, c'est l'avenir désormais pour Google, comme les tablettes. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un certain retard quand même, sur une concurrence qui bosse là-dessus depuis des années. Oui, vas-y. Non, j'étais juste sur le site de Raxium et je voyais l'accroche. Effectivement, the next big thing in displays will come from thinking small. Really small. J'aime beaucoup leur accroche. C'est assez sexy, finalement, leur site. Mais oui, c'est sexy, leur site. Et donc, ouais, il y a quand tu vois les concurrents, bon, alors évidemment, on pense à Microsoft, bien sûr, il y a aussi Magic Leap. Magic Leap qui n'est toujours pas mort. La preuve, un journaliste de CNET a testé le Magic Leap 2. Magic Leap a opéré une retraite stratégique du marché grand public pour concentrer son offensive sur le marché pro, donc sur les HoloLens, globalement, de Microsoft. Alors globalement, le Magic Leap 2 ressemble quand même pas mal à son prédécesseur, sur la ligne générale, même design en grosses lunettes qui donnent une tête de mouche, même boîtier pour les calculs à la ceinture, même pointeur à la main pour interagir. Le truc est autonome toujours, c'est basé sur de l'AMD cette fois et pas sur de la puce Nvidia. Donc le champ de vision du Magic Leap 2 est plus large que celui du premier. En particulier on s'y attendait, mais effectivement, je devrais dire au plus haut, parce que s'il s'étend un tout petit peu plus loin sur les côtés, il est surtout beaucoup plus généreux verticalement. Et d'après le journaliste, c'est à ce jour le meilleur casque de ce point de vue, même si c'est encore loin d'être parfait, parce que c'est pas du tout à 180 degrés non plus. Donc le Leap 2 propose aussi de l'audio 3D, avec un effet positionnel assez convaincant, il y a des améliorations incrémentales un petit peu partout. Mais en fait, le principal point qui a été différencié avec le Magic Leap lors du test, c'est assez inattendu, c'est l'ambiance tamisée. Parce que les Magic Leap se comportent comme des lunettes de soleil variables. Ils sont capables d'atténuer la lumière de la pièce à la demande. Donc évidemment, quand tu atténues la lumière de la pièce, tu mets beaucoup mieux en valeur les hologrammes, comme ils les appellent. C'est-à-dire les trucs en 3D qui sont affichés devant tes yeux. Alors, ce n'est pas des hologrammes, bien sûr, mais bon, passons. Donc, c'est surtout vrai dans des pièces qui sont bien éclairées, bien sûr, ou en extérieur, et justement, ça rajoute des cas d'usage potentiel à ce casque-là, que ça pourrait avantager finalement, puisqu'il y a plus de contexte d'usage possible. Donc le Magic Leap 2, ça tourne sous Android open source, donc n'importe qui peut développer dessus facilement, entre guillemets. C'est clairement l'espoir du fabricant d'ailleurs, de voir un écosystème se développer autour du Leap, puisqu'il fait pas grand-chose lui-même, il fait pas vraiment d'app lui-même. Alors, c'est possible, si les devs en question n'ont pas de lunettes, parce qu'apparemment, les lunettes de vue ne sont pas compatibles, ce qui est quand même vraiment très très dommage. Mais bon, donc pas de prix pour le moment, mais on s'attend à voir la paire autour des 3000 balles, puisque c'est le prix d'un HoloLens 2, donc ça serait assez logique. C'est fou ce Magic Leap, on n'arrête pas d'en parler, de le voir disparaître, revenir. Écoute, peut-être qu'un jour ça va accoucher de quelque chose cette histoire. On l'aura suivi, on l'aura attendu de longue date. On va aller faire un petit tour du côté de chez ARM, puisque forcément il y avait le rachat par Nvidia qui se dessinait et qui a été copieusement abandonné. Et du coup, il va y avoir vraisemblablement des répercussions en matière de masse salariale, Guillaume. Ouais, petite nouvelle sur les puces, ce qui sont pas très réjouissantes concernant ARM, puisqu'il envisage de se séparer de 15% de ses effectifs, ça fait un bon millier de personnes. Voilà. La raison, c'est probablement de booster sa rentabilité avant son introduction en bourse, puisque ARM va faire une IPO, une Initial Public Offering, et cherche sans doute à réduire ses coûts pour attirer plus d'investisseurs. Parce que désormais, à la différence d'il y a quelques années, les investisseurs sont plus enclins à mettre leurs sous dans une boîte rentable ou quasi rentable que dans des monstres qui brûlent du cash par wagon entier chaque mois. Voilà, donc ça a un petit peu changé depuis. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il en sera du coup après l'entrée en bourse pour ARM ? On verra bien. Il est possible que ce que disait Jensen Huang se vérifie finalement. ARM devra être plus concentré sur sa rentabilité, élaguer au maximum tout ce qui n'est pas le cœur de métier. C'est terrible à dire, mais il est possible que, il est même probable d'ailleurs, que ces licenciements n'aient pas eu lieu si Nvidia avait pu racheter. En tout cas, c'est possible. Alors il est trop tôt pour dire qu'ARM est en danger à long terme, mais voilà, c'est des temps difficiles quand même qui s'annoncent, il va y avoir des adaptations. Et de son côté,
il y a quand même une concurrence qui commence à s'organiser aussi, malgré tout, hein, qui est plus vraiment anecdotique, puisqu'il y a Sci5, dont on avait déjà parlé. Donc Sci5, c'est une boîte qui promeut le RISC-V, qui est donc une autre architecture de processeurs. Sci5, d'ailleurs, ça a été fondé par les gens qui ont conçu, enfin, par une partie de l'équipe qui a conçu RISC-V. Et finalement, Sci5 va engranger cette année 400 millions de dollars de financement. Et c'est une boîte qui est désormais évaluée à 2,5 milliards de dollars. Donc Sci5 monte, RISC-V aussi, c'est donc toutes les 9 mois, il y a des nouveaux trucs, il y a des nouvelles architectures, et il y a des nouveaux modèles de puces qui sont proposés par Sci5 en RISC-V. Donc bientôt il y aura des puces qui seront compétitives en téléphone portable, les serveurs aussi sont dans le collimateur. Donc les lignes pourraient bouger significativement cette décennie, en fait, au niveau processeur, hein, au rythme où ça va. Donc on pourrait même peut-être voir des PC Sci5, des PC avec des processeurs RISC-V, donc ni ARM, ni Intel, ni rien que tout ça, d'ici 2025. C'est de l'ordre du possible. Donc ouais, c'est intéressant à suivre. C'est un mouvement qui va pas se faire en claquant des doigts, j'imagine. Il y a quand même beaucoup d'adaptations à faire sur le plan des systèmes d'exploitation. Oui, parce que les OS, bah oui, évidemment, il y aura des trucs à faire si tu veux, mais en fait, c'est juste que bon, pour l'instant, les RISC-V, c'est un truc qui consomme très peu, qui est pas prévu pour être extrêmement puissant à la base, en tout cas à l'origine. Et donc, Sci5, ce qu'il veut faire, c'est justement le mettre au niveau de ARM. Voilà, c'est vraiment son ambition, c'est vraiment de le mettre en face d'ARM. Et comme ARM est dans tous les secteurs, de toute façon, ça va les amener à être à la fois dans les PC, les téléphones mobiles, les serveurs, etc. Donc, évidemment, ça va prendre du temps, parce que ARM a quand même beaucoup d'avance, on va dire, mais s'il a un support suffisant, il pourrait rattraper son retard assez vite, et donc, d'ici quelques années, on pourra commencer à comparer vraiment des machines en Sci5 et des machines en ARM. Intéressant. Du coup, on va parler un petit peu aussi de Nvidia qui veut aussi lui son propre Direct Storage. Bah ouais, dans le podcast hebdo, non pas cette semaine mais la semaine d'avant, je crois que j'ai parlé de Direct Storage, c'est la techno Microsoft qui est dispo sur Xbox et PC, qui accélère l'accès aux données des jeux, qui peut même en fait, ça permet de faire un pont direct entre le SSD et la mémoire vidéo du GPU. Un temps de chargement record, évidemment. Oui, mais surtout, carrément, la GPU peut utiliser le SSD comme mémoire additionnelle, quoi. Donc ça démultiplie les capacités graphiques aussi des machines, si c'est bien utilisé. Et bon, mais il n'y a pas que les joueurs que ça intéresse, ça, en fait, hein. Loin de là, parce que les scientifiques, ils font quand même la plus grosse partie de leurs gros calculs sur des accélérateurs qui sont des GPU, ou qui sont analogues à des GPU, en particulier sur des GPU Nvidia, donc GPU Tesla, et démultiplier la mémoire disponible sur ces Tesla en streamant en quelque part directement les données via des SSD rapides, c'est vachement pratique. Quand on a beaucoup de données, et c'est toujours le cas, en gros, avoir beaucoup de données, on a toujours beaucoup de données, beaucoup trop de données, moi je raconte pas mon répertoire de photos, enfin bref, bon. Donc, c'est pas étonnant. C'est faux, je suis sûr que c'est faux. Ah ça, je sais pas. En tous les cas, c'est pas étonnant qu'IBM et Nvidia se penchent sur un truc qui ressemble à Direct Storage. Mais pour les data centers, pour les pros, ce truc va s'appeler le Big Accelerator Memory, ou BAM. Et oui, BAM, ça va faire du bruit. Donc, à la différence de Direct Storage, BAM sera en open source, et son but, il est simple, c'est de carrément squeezer le CPU, quoi. C'est, voilà, de le shunter. D'ordinaire, qu'est-ce qui se passe? Les applications GPU classiques, vulgaires du commun, qu'est-ce qu'elles font? Elles reposent sur le CPU. Le CPU, il chope les données sur le disque, donc du SSD ou autre, hein, il les met dans sa RAM, et ensuite il les transfère, il transfère tout le bordel dans la RAM vidéo, qui est donc la RAM de l'accélérateur, c'est plus vraiment vidéo, mais voilà, c'est la RAM du GPU, quoi. Ça fait du trafic, puis pas question de pouvoir changer rapidement à la volée des trucs dans la VRAM. C'est possible, mais c'est pas ultra rapide et c'est assez lourd. Alors que le BAM, lui, il permet au GPU lui-même de faire ses petites commandes, faire ses petites courses, et il va aller chercher des paquets de données sur les SSD comme ça, et ça vient tout seul sur des SSD NVMe. C'est extrêmement rapide, il le fait quand il veut, comme il veut, tout seul. Et ça sera compétitif avec des accès en RAM centrale, en fait. Donc, pas besoin de charger toutes les données en mémoire centrale, pas besoin du CPU non plus, pas besoin de beaucoup de RAM. Donc, AMD avait déjà tenté ces trucs-là, hein. Tout ça, c'est vraiment dans l'air du temps, parce qu'il y a la Radeon, la Radeon SSG, qui est une Radeon très chère, qui est professionnelle, hein, qui embarque 16 Go de RAM. Elle embarque aussi 2 Teraoctets de ce qu'ils appellent le SSG. Et le SSG, c'est pour Solid State Graphics. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Et en fait, cette carte Radeon, elle avait 16 gigaoctets de RAM vidéo normale, et elle utilisait les 2 Teraoctets de cache pour imiter, enfin en tout cas pour étendre sa RAM vidéo.
de manière ultra rapide. Donc c'était déjà un petit peu le même système, tu vois. Ça La même permettait approche, d'avoir virtuellement, c'est la mémoire capitaliser virtuelle. sur d'autres stockages pour aller compléter. Oui, c'est vraiment la mémoire virtuelle. C'est vraiment exactement le même principe qu'on avait déjà sous Windows 95 quand on faisait du swap sur disque dur. C'est exactement pareil. Rajeunit pas. Sauf que là, c'est les GPU qui sont des puces hyper puissantes qui vont chercher sur des SSD qui sont des disques ultra rapides. Et ça permet effectivement d'avoir une mémoire vidéo virtuelle qui est énorme, quasi illimité, 2 téraoctets, ouais, c'est quasi illimité, quoi. Et on voit donc la démocratisation un petit peu des histoires de transfert GPU-SSD, et de ce SSD, voilà, comme mémoire virtuelle de GPU. Donc, et concrètement, tout ça, ça rapproche, en fait, les données des unités de calcul, et ça, c'est fondamental, parce que c'est souvent les goulets d'étranglement. Bon, ça augure là encore de chouettes progrès, et puis on voit les retours qu'il peut y avoir justement de manière très pragmatique pour les utilisateurs, pour les joueurs, mais pas que. On va aller du côté de la Finlande, et Guillaume, il y a une caractéristique essentielle quand on pense à la Finlande, c'est qu'il y fait froid. Ouais, qu'il y fait plus froid qu'ici, enfin en tout cas, effectivement, c'est pas plus idiot. Froid que chez toi. Bah, ouais, carrément, ouais. Il fait pas très froid ici, en fait. C'est humide, mais... C'est vrai. Mais bon, enfin, on termine donc sur les serveurs avec un data center qui tient chaud l'hiver. Alors, c'est un data center cosy, voilà, avec des sièges en velours. Il est en Finlande, effectivement, il va chauffer 250 000 personnes. La chaleur produite par des serveurs, donc à toutes ces machines qui calculent les trucs, elle servira à alimenter ni plus ni moins qu'un chauffage central avec 900 km de tuyaux, qui fournira donc 60% du chauffage des foyers, alors attention, des foyers d'Espoo, de Konianen et de Kirkkonummi. Voilà. Bon, bref, donc voilà, ces villes donc vont bénéficier d'un chauffage écolo, puisque les data centers sont aussi censés utiliser de l'énergie renouvelable. Donc chauffage écolo aussi, même en été. Bon, ok, heureusement que c'est en Finlande et pas au Maroc. Donc c'est une bonne idée forcément, qui est donc pas transposable partout. Ouais, effectivement. Et l'été, ça pose un peu plus de problèmes, on va dire. Enfin, ça dépend de la nature de l'été, effectivement. Guillaume, je sais que tu es très vigilant à quelque chose dans ton système d'exploitation, à ce qu'il n'y ait pas d'abus, notamment de publicité indésirable. Et pour cause, c'est quand même pas si agréable que ça. Et on semblerait dans Windows 11, il puisse y avoir des possibilités de publicité. Bon, c'est pas si simple, mais c'est pas toujours réjouissant quand on voit ce genre de choses. Bah, écoute, Microsoft a introduit accidentellement dans les insider builds de Windows 11 une fonctionnalité qui a pas trop plu. C'est de la pub dans l'explorateur de fichiers. Alors, c'est pas du tout une totale nouveauté non plus, faut pas exagérer, parce que Windows 10, il est claffi de pub, en tout cas de promotion ou de nudge pour les produits Microsoft. Là, c'est pareil, c'est dans l'explorateur, on a des messages de promotion pour les produits Microsoft encore. C'est une petite bannière au-dessus des dossiers. D'après Microsoft, c'est un accident, ça devait rester un test en interne. Et donc, du coup, c'est très bizarre. Comment ça s'est retrouvé directement public, déjà? Qui contrôle la qualité de ce truc-là? Je veux dire, c'est oups, zut, c'est pas la bonne copie. Bon, je sais pas, c'est un peu zarbe. C'est le simple même d'avoir l'idée de le faire est déjà en soi déroutant, je trouve. Bah, surtout, et ils l'ont fait. Enfin, je veux dire, ils ont passé du temps de développement là-dessus, alors que personne ne leur a demandé ce genre de fonctionnalité, je pense. Et puis je pense que c'était aussi assez évident que ça allait être plutôt mal pris. Alors donc du coup, ça paraît un peu bidon de dire que c'est un accident, que de toute façon, voilà, c'est... Bon. C'est bien inquiétant. pratique comme excuse, on va dire. Oui, parce que c'est quand même inquiétant. Genre, si les pubs Microsoft au sein du système se normalisent, à un moment ou à un autre, les pubs tierces vont arriver. C'est juste une trop grosse masse de pognon potentiel. Le fait que ce soit aussi une source de pollution visuelle et même un problème de sécurité, parce qu'on en parle quand même quotidiennement, enfin, disons régulièrement, avec les pubs Facebook, tout ça, ça va peut-être pas peser bien lourd vis-à-vis de la rentabilité du truc. Alors, on espère que c'est effectivement un accident, sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ce sera un comble pour Windows. Mais disons que, c'est une pente glissante. Mais je sais pas, les pubs dans le système d'exploitation, on a eu des scandales avec Samsung aussi, ça revient un peu régulièrement. Bon, moi, c'est quelque chose que je supporterais très mal. Tu m'étonnes. Et déjà, sous Windows 10, effectivement, quand j'ai des nudges comme ça de Microsoft, ça me plaît pas particulièrement. Voilà, il y a un côté, c'est sacré, quoi. C'est ton système, il doit être neutre. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, quoi, tu vois? Après, c'est un système gratuit, bon... Disons que, voilà, je suis pas... Enfin, tu crois, toi, franchement, à des pubs, d'abord Microsoft, puis tierce, carrément?
moi, ça m'insupporterait, et je pense que le fait qu'ils fassent des tests, ça montre à quel point, je pense, dans le fond, ils y croient un jour, quoi. Et ils y voient une forme d'opportunité. Ils disent, ça pourrait peut-être convaincre certaines populations, j'en sais rien, je me rends pas compte. Moi, je suis très allergique à ça, effectivement. Et en même temps, tu sais, tiens, pour te dire à quel point je suis allergique, Guillaume, n'en déplaise aux absolus adorateurs des marques à la pomme, vous savez que moi-même j'aime beaucoup Apple, mais il y a vraiment des trucs qui m'insupportent quand tu lances les réglages d'un iPhone, d'un nouvel iPhone. Tu as une mise en avant au-dessus de tous tes réglages, juste au-dessus du mode avion, Apple Arcade, 3 mois gratuits. Apple TV+, gratuit pendant 3 mois. Où il t'incite, je sais plus comment c'est formulé, mais enregistrez votre carte pour Apple Pay, c'est génial, vous allez voir. Alors, encore une fois, hein, tu sais, Guillaume, à quel point j'aime Apple et à quel point je suis moi-même très partisan de cet écosystème que j'affectionne tant. Mais même ça me gonfle, en fait. Et ça reste, on va être honnête, hein, assez discret. Donc, effectivement, si ça allait plus loin, moi, ça me ferait clairement péter un câble. Non, mais clairement, moi, je supporterais pas vraiment. Déjà, il y a vraiment beaucoup de pubs de partout. Si tu commences à en avoir dans tes fenêtres de navigateur, ça va être un point de non-retour. Hein. De toute façon, déjà, entre Windows 11 et moi, il y a un contentieux. Bon, si en plus, un jour, on se retrouve avec des pubs pour, je sais pas moi, pour Zynga ou pour King dans le navigateur, ça va pas être possible. Pour le Netaverse. Mais bon, ça, c'est pas fait hein, non plus. Ouais, bien sûr, c'est pas fait. On verra. C'est vrai que l'humanité a une relation très ambivalente avec la pub quelque part parce que ça a permis de développer un certain nombre de choses, hein, on va pas se mentir. Il y a certains trucs qui fonctionnent grâce à la pub et quelque part, tant mieux, y compris d'ailleurs la télé, hein, sur certains aspects. Ouais, mais en même temps, c'est le cancer du web. Alors, moi, c'est vrai que c'est vraiment bizarre parce que j'ai un peu l'impression que la pub, c'est devenu la punition, quoi. C'est-à-dire, tu regardes les pubs, quand tu ouvres une appli sur ton téléphone, t'as une pub, voilà, tu la supportes et après t'as ton appli, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu, je sais pas, c'est vraiment étrange comme truc. Et surtout, je trouve ça un peu bizarre pour Microsoft, parce que Microsoft, il est pas dans le besoin, quoi. Je veux dire, ok, Windows devait passer gratuit, c'est vrai, mais je veux dire, ça va, tu vois, au niveau financier, c'est tranquille, Microsoft. Hein. Ouais, est-ce qu'il a vraiment besoin de booster la rentabilité en monétisant Windows comme ça? Franchement, ça me paraîtrait un peu étrange. Peut-être un jour, mais pour l'instant, ça m'étonnerait, quoi. Moi aussi, je disais peut-être un jour, et en même temps, quand je regarde le profil des jeunes utilisateurs des services numériques aujourd'hui, je regarde mes enfants, mais pas seulement mes enfants, ils sont tous comme ça, c'est affligeant, affligeant ou enthousiasmant, mais ils ne supportent pas, ils supportent encore moins la pub. C'est-à-dire, toi, la pub militante que tu as, qui te permet d'accéder à ton service, tu la supportes, et voilà. Eux, ils arrivent même pas à la supporter, ils pètent un câble s'ils ont une pub de 20 secondes juste avant la vidéo qu'ils vont regarder, quoi. Ils comprennent pas pourquoi il y a ça. Ils disent, mais tu t'es trompé de programme. Je voulais regarder YouTube, alors. Alors, bon, ouais. YouTube, c'est pire que la télé. YouTube sans anti-pub, c'est pire que la télé. Hein. Alors, j'avoue que j'essaie de protéger mes enfants de YouTube, effectivement, mais les fois où j'ai mon fils qui y va, il guette avec assiduité le bouton skip la pub, quoi. Bref. Un dernier mot dans le monde des médias avec MGM, on en avait déjà parlé il y a de ça de nombreux temps, ce studio que Amazon projetait de racheter. Allez, on l'associe assez naturellement et assez souvent avec le fait que c'est pas mal de films James Bond, mais il n'y a pas que James Bond. En tout cas, ça arrive à son terme, ce rachat, Guillaume. Ouais, écoute, l'acquisition de 8,45 milliards hein, quand même de MGM par Amazon. Elisabeth Warren n'aurait pas été d'accord en fait. Et exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça, tu vois, c'était déjà c'est trop. Donc la Commission européenne a donné son feu vert, puis la FTC a pas fait d'objection. Donc c'est quand même 4000 films et 17 000 épisodes de télé de séries qui rejoignent Amazon Prime Video. C'est quand même un gros coup. Ah oui, hein, c'est beaucoup. Hein. Et ça, voilà, c'est un gros coup porté à Netflix, évidemment, ce qui est quand même un des principaux, le principal rival. Netflix, il continue d'investir des dizaines de milliards hein, dans des shows originaux hein, pour contrer tout ça, donc ça commence à faire cher. Donc Netflix est moins coulant en ce qui concerne le partage des mots de passe au sein des familles très très étendues, hein, qui vivent pas sous le même toit d'ailleurs, ni dans la même ville. Bon, jusqu'à présent, Netflix, il était vraiment très très cool, hein, et il tolérait qu'un compte soit utilisé par 4 potes. Il en jouait. Voilà, il en jouait même, c'est vraiment... Bon, là, ça pourrait bien se terminer bientôt, tout ça, parce que même au Chili, d'ailleurs, c'est déjà terminé, au Costa Rica aussi, au Pérou. Si tu veux tu peux rajouter apparemment des sous-comptes à ton compte pour $3 par mois supplémentaires. Alors, ils disent que c'est encore un test.
Après, ça augure probablement de mesures qui viseront à convertir un peu partout les amis d'amis d'abonnés, voilà, de s'abonner eux-mêmes, hein, parce que voilà, il faut faire gonfler la base, encore une fois, hein, il faut faire encore gonfler sa base suffisamment pour financer sa guerre, hein, contre des concurrents toujours plus dangereux. Donc, franchement, c'est normal, hein, si en gueulant un bon coup, Netflix ramasse 10 ou 20 millions d'abonnés supplémentaires, bah il va pas se priver, hein. Ouais. Oh, quelque part, j'ai du mal à pas défendre ce mouvement. Quelque part, ça paraît tellement légitime que si tu veux accéder à du contenu, le réflexe premier, ce soit de t'abonner. Il a fait exprès, je pense. Le mec, il s'est dit, bon, bah, allez-y, vous truandez, mais en attendant, vous devenez accro à Netflix. Bah, oui. C'est vous tu fidélises les gens en leur faisant tester le service. Et puis, à un moment, quand ils sont bien captifs, bon, bah, voilà, drogue, hop, allez, maintenant, tu dis, bon, bah, écoute, maintenant, c'est fini, hein. On t'offre la première dose de drogue. C'est un petit peu ça, je pense. Hein. Je pense que c'était l'idée aussi. Hein. Ils savaient, je pense qu'ils savent qu'ils ont un réservoir comme ça sous la pédale, là sous le pied. Ils ont un réservoir de comptes assez facile à choper. Donc là, ils vont peut-être aller le chercher. Bon, c'est pas confirmé encore, hein, c'est des tests et non, c'est pas encore confirmé. Non, c'est vrai. Ça semblera logique que ça se déploie prochainement. Super, merci beaucoup Guillaume pour toute ta revue hebdomadaire, toute ta préparation de l'émission hebdo, mais aussi de ce supplément au week-end. C'est toujours un plaisir de pouvoir compléter les news hebdo avec quelques éléments complémentaires. Je pense que vous avez un tour vraiment complet avec ces 2 épisodes de tout ce qui se passe dans le monde de la tech. Si vous voulez être sûr que ce sera le cas pour la semaine prochaine, eh ben évidemment, vous savez quoi faire. Il suffit d'être abonné au podcast Tech Café. Tous les épisodes sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Et si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure dans votre engagement auprès du podcast, auprès de Tech Café, vous pouvez même aller jeter un coup d'œil sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous créez un compte si c'est pas déjà fait et soutenir l'émission pour le prix à peu près d'un bon café chaque semaine. Vous contribuez à rendre durable Tech Café et ça évidemment ça nous fait particulièrement plaisir. En plus vous avez quelques petites contreparties, notamment l'accès au chapitrage des épisodes. Donc ça veut dire que vous pouvez passer d'une rubrique à une autre, ce qui peut être pratique pour l'épisode hebdomadaire pour arriver directement au contenu qui vous intéresse le plus, et même avec le soutien sur Patreon, vous accédez donc au flux privé qui vous permet également de vous affranchir de toutes les publicités. Merci beaucoup pour votre fidélité. En attendant, si vous voulez réagir, vous pouvez le faire sur techcafé.fr, vous pouvez le faire sur le serveur Discord dont le lien est dans les notes de l'épisode, et vous pouvez même nous solliciter individuellement. Par exemple, Guillaume, où est-ce qu'on peut te solliciter à titre individuel ? Ah ben justement, on peut pas parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là de toute façon. C'est vrai en plus. Je disparais complètement. Tu nous abandonnes. Mais vous inquiétez pas, vous aurez un épisode malgré tout. J'essaierai d'être à la hauteur de Guillaume en matière de veille et de préparation d'émission. Et venez d'ailleurs me soutenir, c'est important aussi dans ma solitude que j'afficherai la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis Guillaume Vendée. À très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.